Tout ce que je viens de dire là, c'est lié à la peur. C'est-à-dire que si on s'organise, si on fait des choses ensemble, etc., on va faire tomber progressivement la peur. L'individualisme qui fait que les parents qui te mettent la pression, qui disent non, surtout tu ne te mêles pas de tout ça, etc. Mais bon, il faut transgresser un peu, hein, parce qu'en même temps, chaque génération doit assumer aussi ce qu'elle a assumé, hein, bon, comme dirait l'autre. Je pense que il faut qu'on arrive à faire passer l'idée que l'organisation protège. Parce que les personnes pensent qu'en étant isolés, en ne faisant rien, ils sont à l'abri. Et je pense qu'il faut que la jeunesse connaisse l'histoire de la résistance du peuple camerounais. Je crois que beaucoup ne la connaissent pas ou mal. Donc ça c'est important parce que ça fait longtemps qu'on est tellement ostracisé qu'on n'en parle pas. Évidemment officiellement on n'en parle pas. Donc il n'y a que les forces organisées qui luttent contre ce système, et en l'occurrence je dirais nous, hein, l'UPC, qui pouvons faire connaître cette résistance, qu'elle a été ô combien glorieuse, et qu'on a été un des seuls pays d'Afrique subsaharienne à mener la lutte armée pour se libérer. À l'époque on était les seuls, hein. Il y avait l'Algérie en Afrique du Nord, et puis il y avait nous, et c'était la même période, exactement la même période, et ça a duré 10 ans. 10 ans de résistance armée, avec les petits moyens qui étaient les nôtres, mais 10 ans on a tenu tête. Les derniers maquis, c'était la fin des années 60. Hossein Dafana a été décapité en 66, c'était le dernier maquis, et Wandi a été arrêté en 70 et a été assassiné à Bafoussam sur la place publique. Donc on a une histoire de la résistance qui est glorieuse, mais les gens ne connaissent pas cette histoire, il faut qu'ils la connaissent. Il faut qu'ils en soient fiers, il faut qu'ils la glorifient, et il faut maintenant perpétuer ça. Il faut perpétuer, il faut dépasser les peurs et se mettre ensemble. Bonjour Augusta. Bonjour. Augusta Epagna. Bonjour Jumbo, bienvenue. Bienvenue. Le BEDT Paris-Nanterre vous invite dans le cadre de sa série d'interviews qui se concentre sur des acteurs sociaux décoloniaux, panafricains et indépendantistes. Et on est très content que vous nous accordez un peu de ce temps pour pouvoir converser et discuter sur les questions actuelles qui nous réunissent tous en tant qu'afrodescendants. Je suis très contente également d'être avec vous. Les jeunes sont l'avenir du continent, et donc on essaye en tout cas. Ça fait plaisir d'être parmi vous et invité par vous. Ok, en tout cas, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et tout simplement, pour commencer, tout d'abord, est-ce que tu peux présenter l'association à laquelle tu appartiens et ensuite nous expliquer les responsabilités que tu exerces au sein de celle-ci, l'ancienneté, les membres, comment vous collaborez, vos objectifs, etc. D'accord. Bon, alors, donc, moi, je représente la dynamique unitaire panafricaine, qui est une plateforme d'organisation africaine et d'afro-descendants également, et qui réunit, on est à 25 ou 27 organisations au jour d'aujourd'hui. On a pour objectif de couvrir l'ensemble du continent, et au-delà du continent, tous les territoires prétendument français, qui sont en fait les territoires d'afro-descendants. Je pense à Réunion, Martinique, Guadeloupe, etc. etc. Donc notre objectif c'est ça, donc on n'est pas 25, c'est pas rien, mais bon, on a encore du travail. Et surtout, l'idée c'est qu'il n'y ait pas que des ressortissants des pays de la France-Afrique, entre guillemets, et donc qu'on aille au-delà de cela, et que des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, par les Portugais, etc., soient également intégrés, mais ils sont au jour d'aujourd'hui peu représentés au sein de la dynamique unitaire panafricaine. Donc moi j'ai été élue il y a un peu plus d'1 an maintenant, coordinatrice générale de la dynamique unitaire panafricaine, et on existe depuis 2019. En fait on est parti du constat que on était militants, on était tous des militants africains, et on se retrouvait régulièrement dans les mobilisations africaines, mais qui en fait n'étaient concernés des pays, des territoires
des enclos coloniaux, comme on dit souvent. Et du coup, on se retrouvait, mais pas seulement les ressortissants du pays en question, mais d'autres Africains qui venaient en soutien, etc. Et à un moment donné, et plusieurs d'entre nous avions fait l'expérience d'être dans des mouvements panafricains, et pour certains étaient même encore dans des mouvements panafricains, et à un moment donné, on s'est dit, en fait, quel sens ça a de disperser nos forces de cette manière-là, et ce serait beaucoup plus... enfin, le rapport de force serait beaucoup plus conséquent si on arrivait à coaliser en fait toutes ces forces. D'abord, les mouvements panafricains qui existent, et quand nous on parle de panafricains, c'est des panafricanismes de combat, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent vraiment un peu dans la continuité des Kwame Nkrumah et tout ça pour construire l'unité politique du continent. Et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on qu'on crée une dynamique, c'est même un peu comme ça que c'est venu, pour se retrouver, être ensemble autour d'objectifs communs. Et c'est comme ça que dès 2019, on a commencé à émettre cette idée et un certain nombre d'organisations y ont adhéré d'emblée, pratiquement. Mais on a décidé de se déclarer officiellement que pratiquement un an et demi après, c'est-à-dire un an et demi ou quasiment 2 ans après, en 2022, parce qu'on voulait voir si la mayonnaise prenait. On n'était pas sûr. Il y a certains camarades qui voulaient tout de suite qu'on se déclare, etc. On a dit, allons-y doucement. Il y a eu plein d'expériences déjà. Voyons si on arrive à faire prendre quelque chose, on arrive à se projeter, on arrive à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, etc. Et voilà, et si c'est probant, eh bien, on fera une déclaration officielle, et c'est ce qu'on a fait. Et les camarades ont souhaité que je sois donc la première coordinatrice générale de... Théoriquement, c'est pour 2 ans, et j'ose espérer de toutes mes forces et de toute mon énergie que normalement c'est en 2025 qu'on a une prochaine assemblée générale, que nous trouverons un ou une jeune pour prendre la suite, puisque c'est ça l'idée. Bien sûr, de perpétuer les actions dans le temps. Ok, bah merci pour cette présentation qui est déjà très riche et intéressante. Depuis quelques années, le panafricanisme politique et militant renaît de ses cendres, hein, on le voit bien sur le plan géopolitique, avec l'AES notamment, qui s'affiche comme l'avant-garde d'une décolonisation profonde et d'une construction souveraine en cohérence avec les besoins d'une Afrique forte, prête pour un développement endogène. Donc, dans ce contexte-là, comment la DUP perçoit ce renouveau panafricain ? Alors, le renouveau panafricain, alors moi je pense que je le comprendrais comme le renouveau panafricain, disons de combat et de transformation et de volonté vraiment de faire bouger les lignes au niveau du continent. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on dit panafricanisme, etc. Mais il y a un panafricanisme, je dirais, néocolonial, arrimé à l'impérialisme qui existe, qui n'a jamais cessé d'exister. Il est d'ailleurs représenté par toutes les institutions qui sont censées être des institutions panafricaines. La CEDEAO, l'Union africaine, etc. Toutes ces institutions dont on se demande à quoi elles servent. Parce que 60 ans après, on ne voit pas l'once de ce qu'elles ont réalisé au plan panafricain, ne serait-ce qu'une université panafricaine, par exemple, où tous les étudiants des 4 coins du continent pourraient venir, où tous les jeunes afro-descendants pourraient venir travailler, étudier l'histoire du continent, etc., l'histoire des civilisations noires et ainsi de suite. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. Je veux dire que, voilà, des choses qui... je ne dis pas que ça ne demande pas de moyens, mais c'est pas comme si, voilà, ça demande peut-être moins de moyens que certaines entreprises économiques. Donc on ne voit vraiment pas ce que ces gens-là, qui aussi parlent de panafricanisme, ont fait pour le continent, et surtout ont fait pour leur peuple, pour les peuples africains, ont fait pour la jeunesse. Et donc, effectivement, il y a un regain aujourd'hui, une redécouverte, je pense, par les nouvelles générations, de ce panafricanisme de combat. Nous, on dit même parfois de ce panafricanisme révolutionnaire. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Après, avec des variantes, des nuances, etc. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Donc, pour en revenir à ta question, évidemment qu'on est fortement intéressé et comment dirais-je, plus qu'intéressé, on est porté par ce nouveau projet
que constitue l'AES. Mais un préalable, on pense quand même que c'est quand même dommageable qu'aujourd'hui, tous ces régimes-là, qui souvent ne sont pas des régimes démocratiquement élus, parce que même quand il y a des semblants d'élections, ce ne sont que des mascarades, les 3/4 du temps. Et pour certains, ils sont dans la continuité de ce que les colons avaient installé, ont installé au lendemain des indépendances, entre guillemets. Donc, il est malheureux, il est dommageable qu'aujourd'hui, ce ne soit pas des forces politiques qui portent ce projet-là. Parce que, théoriquement, quand on réfléchit, ce ne sont pas aux militaires, là je parle du point de vue des valeurs et de la théorie, ce ne sont pas aux militaires de porter des projets politiques. Le rôle des militaires, c'est d'assurer la sécurité, c'est de maintenir la paix, c'est de protéger les citoyens. C'est ça le rôle fondamental de l'armée. Et je pense que ça doit rester ça. Donc aujourd'hui, on est dans des situations complètement aberrantes qui font que, comme ces forces politiques-là sont complètement atrophiées, déformées, arrimées souvent à l'impérialisme, et les forces politiques qui pourraient porter autre chose, elles sont étouffées, elles sont brimées, elles sont réprimées. Du coup, ce sont les militaires qui sont amenés à agir en lieu et place d'eux. Et je voulais noter ça parce que c'est pas une situation normale. On s'en satisfait aujourd'hui parce que malheureusement, l'histoire de nos pays et l'histoire de notre continent et de sa domination et de la situation dans laquelle il se trouve fait que on écrase complètement toutes les forces au sens large, politiques, sociales, etc., qui pourraient être porteuses d'avenir. Toute cette jeunesse qui crée, on se rend compte, dès que cette jeunesse peut s'échapper de ce carcan-là et qu'elle va ailleurs, elle explose partout. Dans tous les domaines, on voit des jeunes Africains, des jeunes Afro-descendants comment dirais-je, qui rayonnent et qui créent des tas de choses. Donc, on n'est pas dans une situation normale. Donc, on se retrouve face à des situations. Ce sont les militaires donc qui ont parachevé un processus qui a été initié par des forces politiques qui se battent depuis fort longtemps, des forces politiques révolutionnaires, sociales, syndicales, etc. Et les militaires, parce qu'effectivement, face à ces pouvoirs-là, qui ne comprennent que la force, les militaires sont venus parachever le processus de libération que le peuple organisé avait initié. Et effectivement, ils ont pris un certain nombre d'initiatives qui sont extrêmement pertinentes, en créant déjà l'AES, en créant la Confédération aujourd'hui, en chassant les armées d'occupation, l'armée française notamment, les troupes installées, les troupes militaires, les forces militaires installées, les bases militaires installées dans ces différents pays, et c'est une très bonne chose. Et il y a tout un tas de mesures, ils sont en train de dénoncer un certain nombre d'accords, etc. On ne peut qu'être en phase absolue. Le point critique, de mon point de vue, qu'il faut pouvoir se dire tranquillement, sans du tout penser qu'on va à l'encontre du processus actuel, alors que c'est ce qu'on réclame. On réclame justement la construction d'une Afrique unie, où ces enclos qu'on nous a imposés, qu'on les fasse sauter, etc., et qu'on ne soit plus sous la domination de qui que ce soit. Le point d'achoppement, c'est dans le fait de se couper quand même d'un certain nombre de forces progressistes, révolutionnaires, qui ont fait leurs preuves. Bien sûr, on est dans des pays assiégés, menacés. Donc, évidemment, c'est pas. Il y a des groupes terroristes qui. On a vu récemment encore au Mali, à Bamako même. Vraiment, l'ennemi est là, ça c'est certain. Mais parmi les gens qui subissent aujourd'hui la répression, il y a des gens qui ne sont pas des ennemis et qui sont des promoteurs du processus de libération du peuple, du peuple malien, burkinabé, nigérien, etc. Et nous, on est meurtris par le fait que aujourd'hui, dès qu'on pose des questions, dès qu'on émet peut-être une critique, mais sans forcément les mettre en disant voilà, ça remet en cause, etc., on est perçu comme un ennemi, etc. Et ça nous pose un problème. Et on a parmi nous des camarades qui sont des militants de très longue date, qui ont participé à ce mouvement-là et à d'autres antérieurement,
et leurs organisations, les militants de leur organisation au pays ont été arrêtés, sont réprimés, etc. Alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Parce que ce ne sont pas des agents de l'impérialisme, bien au contraire, ce sont des gens qui ont participé au processus. Donc c'est un peu ça qui nous chiffonne un peu. Et donc nous on pense que il ne faut pas que les forces politiques à la tête des différents pays de l'AES se coupent des forces vives, progressistes, qui font l'avenir et le devenir du continent et de ces pays-là, de cette région-là. Il ne faut pas qu'ils se coupent. Sinon, à terme, ils vont se retrouver isolés et ça peut compromettre le processus. Donc il faut faire très attention. Il faut plutôt un processus qui, comment dirais-je, inclut, intègre, plutôt que exclut plutôt qu'exclut, qui exclut. En tout cas, là, je parle des forces qui sont pour cette. Après, les ennemis, il faut bien sûr, il faut faire ce qu'il faut. Après, il faut les arrêter, il faut les condamner, il faut les juger, surtout les juger, et ne pas leur permettre de détruire le processus qui est en cours. Donc voilà, moi, ce que je peux dire. Donc c'est un avis tout à fait positif, mais en même temps critique dans la manière d'inclure toutes les forces vives qui pourraient contribuer et participer à ce processus-là. Et parfois, en les traitant d'apatrides, en les traitant d'ennemis, etc., quand de façon absolument évidente, pour beaucoup d'entre eux, ils ne le sont pas. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais parmi ceux qui sont aujourd'hui indexés, parfois enlevés, réprimés, etc., il n'y a pas que des gens qui sont contre le processus, bien au contraire. Donc, c'est un peu la petite nuance que, en tout cas, certains d'entre nous, au niveau de la DUP, apportent, mais ça reste un débat. Hein. Il y a des camarades qui ne sont absolument pas critiques par rapport à ce qui se passe, mais je pense que dans ce qu'on construit, il faut toujours, voilà, il faut toujours rester ouvert et critique. Ok, donc si j'ai bien compris, l'état actuel des États de l'AES devrait être une période transitoire pour aller vers une organisation un peu plus groupée et collective avec toutes les forces intellectuelles et productives des sociétés et non seulement militaires, si j'ai bien compris, en direction vers des États-Unis d'Afrique, c'est ça? Mm-hmm. Oui, 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 enfin, et surtout s'appuyer sur les forces politiques, quoi, les forces politiques qui luttent contre l'impérialisme et qui existent dans tous ces pays-là, qui existent depuis fort longtemps, qui ont mené des processus insurrectionnels dans plusieurs. Au Burkina, bon, on le sait, enfin, bon, avant Sankara même, mais bon, il y a eu l'époque de Sankara et après, etc. Donc il y a eu, au Mali pareil, enfin, bon, je veux dire qu'il y a eu des processus comment dire, de lutte et de libération et de poursuite de volonté de la construction de pays. Là, c'était à l'échelle de pays souverains, véritablement indépendants, qui rompent avec cette domination qui existe depuis des décennies. Donc, il n'y a pas de raison de se couper des forces politiques qui continuent à exister et à organiser les populations pour poursuivre cette. Enfin, pour moi, c'est un processus qui doit être un processus inclusif. Inclusif de toutes ces forces-là, qui sont le socle de cette construction, si on veut qu'elle soit durable. Ok. En 2022, vous avez mené une entrevue avec le parti de Mélenchon afin de situer les défis de son élection qui, s'il avait été élu président, aurait eu un impact sur les relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que la DUP pense que le panafricanisme français doit établir une communication avec les partis politiques français? Est-ce là un moyen diplomatique essentiel? Et est-ce qu'elle pense que les partis français, quels qu'ils soient, sont conscients des besoins souverainistes de nos pays? D'abord, une question sur votre question. Oui. C'est quoi le panafricanisme français? Le panafricanisme, en prenant en considération la diaspora peut-être française, en prenant en considération le fait que beaucoup de pays africains ont été des ex-colonies françaises et donc ont encore
un lien avec la France, enfin, qui a encore un lien France-Afrique, qu'on le veuille ou non, notamment avec la monnaie. Ça peut être ça comme exemple. Mais sinon, répondez comme Oui. vous l'entendez. Alors, En fait. oui, maintenant j'essaie de comprendre là, le sens de. Enfin, ce que vous mettez là-dedans. Enfin, le contenu que vous mettez sur ce point-là. Alors, nous, la manière dont on a envisagé la dynamique unitaire panafricaine, c'est évidemment, ça part d'une réalité géographique, sociale, etc. C'est-à-dire, ça part effectivement de militants qui sont localisés sur un territoire donné, c'est-à-dire notamment en l'occurrence la France, et dont l'essentiel des pays, alors évidemment pays divers hein, au niveau du continent, mais dont les pays subissent effectivement la France, enfin sont dans le giron de la France-Afrique. Mais ça s'est trouvé comme ça, mais avec pour perspective, c'est ce que j'indiquais dans la présentation tout à l'heure, avec pour perspective d'élargir ça, c'est-à-dire d'inclure vraiment y compris des ex-colonies anglaises, ex-colonies portugaises et ainsi de suite. Donc on n'est pas du tout figé là-dedans. Alors évidemment qu'on va, du coup, de fait, on va cibler la France-Afrique, parce qu'il se trouve qu'on est un peu dominant au niveau de la dynamique unitaire panafricaine pour le moment. Euh, mais bon, voilà, on est quand même dans une perspective plus large. Alors, pour en revenir donc à la question, en fait, au moment des élections présidentielles, on a voulu interpeller et entendre tous les partis qui avaient un candidat, les partis de gauche, qui avaient un candidat aux élections présidentielles. Et on a organisé donc un meeting au cours duquel un certain nombre d'entre eux ont joué le jeu. Donc il y avait la France Insoumise, parmi d'autres. Il y avait le Parti communiste français, il y avait la France Insoumise, il y avait Lutte ouvrière, je crois qu'il y avait quelqu'un du NPA également. Bon, évidemment, essentiellement des partis de gauche. Bon. En gros, il me semble que c'était les partis représentés. Et on a ciblé ces organisations parce que on part de l'idée que si on peut établir un dialogue où se trouver des intérêts communs sur tel ou tel aspect, ou au moins au niveau de la vision, ou au moins à travers ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire vouloir établir des relations d'égal à égal avec l'Afrique, etc. Ça concernait plutôt les partis de gauche. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ciblé ces organisations. Et elles sont venues et ont dit chacune comment elles envisagent leur relation avec le continent. Donc il y avait entre autres la France Insoumise, qui a élaboré d'ailleurs un document dans lequel, elle présentait les orientations qu'elle souhaitait mettre en place dans le cadre, sur le plan international et notamment avec le continent africain, des relations de coopération, des relations d'égal à égal, où chacun, comme on dit, gagnant-gagnant, etc. etc. Bon. Donc voilà, après, nous ce qu'on pense, c'est que de toute façon, en tout état de cause, c'est sûr qu'a priori on se sent plutôt proche de telle ou telle force politique par rapport à la vision que certaines forces politiques ont, à savoir par exemple ne plus être dans comme on dit, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., la domination, et ainsi de suite. Donc évidemment qu'on va plus se retrouver dans ces valeurs-là que dans d'autres. Mais on part de l'idée que nos intérêts, il faut que ce soit nous qui les défendions. Oui. Personne d'autre ne pourra les défendre à notre place. Aussi bienveillants soient des forces autres que africaines ou afrodescendantes, mais personne d'autre ne peut défendre mieux les intérêts des Africains et des afrodescendants qu'eux-mêmes. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas la moindre ambiguïté là-dessus. C'est pour ça que là encore, pour revenir un peu en arrière, c'est toujours très dérangeant. Alors moi je comprends tout à fait qu'on puisse être dans des situations où on est quasiment bloqué, où on est enfermé
on a l'impression d'être totalement cerné et qu'il n'y a pas d'issue, que des forces étrangères au continent nous tendent la main, ou nous aident, ou nous facilitent un peu les choses et qu'on leur en soit très reconnaissant. Mais voilà, à nouveau, ne nous mettons pas sous la botte de qui que ce soit. Voilà, même si des forces nous aident, nous soutiennent à des moments donnés, je pense à la Russie. Voilà, venir avec des portraits de... pour moi, bon, dans notre compréhension, nous, des dynamiques unitaires panafricaines, évidemment que le continent doit avoir le droit de choisir ses partenaires et personne n'a à lui dicter quoi que ce soit. On choisit nos partenaires en fonction de nos intérêts. C'est absolument évident et incontournable. Par contre, il ne s'agit pas non plus de déifier qui que ce soit. Donc c'est pareil, bon, on en revient donc à la France et au parti français. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit respecté, faire entendre nos intérêts, qu'on puisse les défendre et que demain, quelle que soit la nature des relations qu'on pourra avoir avec les uns et les autres, que personne ne vienne nous dominer à nouveau. Ça, et nous piller évidemment encore moins. Et bon, voilà, ça c'est absolument incontournable. Mais est-ce que du coup c'est compatible, quand bien même le parti en France serait de gauche, est-ce que ça serait compatible une coalition dans la mesure où la France reste quand même un ex-État colonial et que les partis de gauche sont quand même aussi héritiers de cette période coloniale? Quel serait l'apport du coup de ces coalitions, de ces partenariats avec la gauche, la France insoumise notamment? Oui, mais on se situe dans quelle perspective? Dans la perspective où ces partis prendraient le pouvoir? Oui. Une perspective, dans la perspective où ces partis prendraient le pouvoir, s'ils respectent leur programme, s'ils respectent leurs engagements, ils disent vouloir mettre en place des relations de coopération. Bon, coopération, on coopère, hein, voilà, tu me domines pas, je te domine pas, tu y trouves ton compte, j'y trouve mon compte, on coopère. Voilà, s'ils respectent ces engagements-là, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas trouver un intérêt à le faire. Comme on le fait, comme on le fait, ou comme on va le faire avec une multitude d'autres États, d'autres pays. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout état de cause, c'est à nous de nous faire respecter. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas des enfants. Un enfant, tu le prends par la main, il ne sait pas encore marcher, etc. Mais on est des adultes conscients, et par conséquent, quand tu viens en négociation, tu viens avec ton programme, avec ton projet, avec ce que tu es prêt à concéder et ce que tu n'es absolument pas prêt à concéder, et c'est à toi de le défendre. Donc là, je ne me mets pas dans une posture où on attend. Bon, on attend et ils attendent aussi. Et c'est à nous de faire valoir ce qu'on a. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le grenier du monde. Grenier sur le plan agricole, mais sur le plan du sous-sol. C'est le grenier du monde. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, il n'y a pas de volonté politique à l'échelle du continent de faire valoir ça et de dire c'est nous qui avons la richesse. Toute la richesse, c'est nous qui la possédons. Dans des tas y compris dans des minerais précieux, etc. C'est en Afrique qu'on les trouve, qui sont déterminants pour leurs industries, pour leur technologie, etc. Si on se mettait ensemble pour dire maintenant, c'est nous qui allons être maîtres du jeu, et être maîtres du jeu, mais au service des peuples, parce que là aussi, attention, c'est pas pour développer une nouvelle bourgeoisie noire qui va continuer, parce que quand on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est quand même effarant. Donc tu as une bourgeoisie noire, tu as des noirs qui sont multimilliardaires en Afrique du Sud, mais l'essentiel du peuple noir crève encore comme à l'époque de l'apartheid. Les gens crèvent, c'est pas possible ça, c'est insupportable. Donc on se bat aussi pour qu'il y ait une équitable répartition des richesses, que les richesses elles profitent aux peuples africains,
pas qu'elle profite à une minorité qui va se gaver et on va reproduire le schéma occidental. C'est-à-dire où tu as des bourgeoisies et on sait très bien que leur peuple crève. Aujourd'hui, même s'il y a des couches moyennes, etc. Mais à côté de ça, tu as plein de gens qui crèvent. On le sait, on vit ici, on le voit. On le voit. Et souvent, la quantité de gens qui sont en très grande difficulté sociale augmente. Même ceux qu'on disait être dans les classes moyennes basculent parfois dans la pauvreté. Donc, c'est pas ce schéma qu'on veut reproduire. Et justement, est-ce que la DUP, elle a réussi elle a pu se faire connaître auprès des mouvements politiques panafricains exerçant déjà en Afrique? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec d'autres mouvements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la DUP, il y a des organisations qui sont implantées ici et là-bas. Ce ne sont pas des organisations françaises. Enfin, françaises au sens de sur le territoire français seulement. Il y en a quelques-unes, oui, mais il y en a plusieurs qui sont ici, qui ont une section, par exemple. Nous, par exemple, on a une section en France, mais on est implanté au Cameroun. Et c'est pas que nous. Nous l'UPC Manidem. Donc c'est pas que nous. On a d'autres organisations qui sont ici et là-bas. Au niveau du Burundi, il y a une organisation qui a une section, enfin ils sont organisés en diaspora et ils sont organisés au Burundi. Pareil pour les camarades du Burkina, pareil pour les camarades maliens, et les Gabonais, et ainsi de suite. C'est tous les pays qui sont représentés au sein de la DUP. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de mal à être sur le continent, puisque ce sont des organisations qui sont présentes des deux côtés de la rive, si je puis dire. Mais après, l'idée, si c'est ça le sens de ta question, l'idée c'est que on ait un impact plus conséquent sur le continent. Alors, impact plus conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de communication, amplifier les luttes qui se mènent sur le terrain, apporter un soutien, un vrai soutien logistique, matériel, c'est aider parfois l'organisation à la formation, si on le peut. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça, on souhaite que ça se développe, évidemment. C'est notre souhait. Pour continuer encore dans cette question de coalition ou d'interaction entre les différents États, là on voit actuellement toujours le gouvernement français, il emploie une multitude d'acteurs militaires, diplomatiques et sociaux pour appuyer l'impérialisme français et le paradigme néocolonial qui justifie le maintien, entre autres, des bases françaises en Afrique et le franc CFA. Comment la France impose donc son narratif impérialiste et sert finalement toute l'idéologie occidentale capitaliste? Et comment lutter face à la propagande? Comment la France tente donc coûte que coûte de garder en place sa domination, et comment elle emploie tous les moyens pour étouffer le renouveau populaire, comment elle maintient son pouvoir, sa présence? J'allais dire la réponse est dans la question, puisque en fait tu énumères tous les pans à partir desquels elle maintient son pouvoir. Parce que la France, en fait, quand on a réussi à arracher les indépendances à l'échelle du continent, dans nos différents pays, en fait, partout il y avait des luttes, partout il y avait aspiration à l'indépendance, et ils se sont arrangés pour maintenir le lien d'une autre manière. Donc il y a eu la signature de ces fameux accords dits de coopération, qui sont en fait des accords d'asservissement, et ces accords concernent tous les domaines. Je prends les domaines, entre guillemets, qu'on va considérer peut-être comme les moins importants, mais qui sont essentiels. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Les institutions de la plupart des pays de la zone France-africaine sont toutes calquées sur les institutions françaises. Donc, vraiment, tout est fait pour que la domination se perpétue et se soit maintenue dans tous les domaines. Et notamment dans le schéma, le mode d'organisation et le mode de pensée. Et ça, c'est l'aliénation. C'est-à-dire que tu ne te projettes pas en dehors de ce modèle-là parce que depuis toujours, tu n'as vécu que dans ce modèle-là et tu finis par imaginer qu'il n'y a pas d'autre modèle que celui dans lequel tu as évolué. Alors comment on lutte contre ça, du coup?
Comment on lutte contre ça? C'est à travers les actions que nous menons, c'est à travers la réflexion, et justement la réflexion sur, en perspective, on veut quoi, et quel type d'institution pourrait être construite, et quel type de relations on pourrait mettre en place à l'échelle du continent pour être en rupture avec ce qu'on nous a imposé, dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine social, économique, etc. C'est-à-dire, ça, c'est notre travail en tant que militants politiques qui aspirons à autre chose pour l'Afrique. Et ça, on le fait. Moi, je pense que ça, on ne peut pas se couper. On le fait avec toutes les forces vives du continent. Parce que je pense que déjà, en germe, existe souvent dans nos pays, comme il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, existe déjà en germe des modes, je dirais, des modes endogènes, des modes d'organisation endogènes, puisque l'État ne fait rien. Donc les gens, et ça, si demain on arrive à construire, et on y arrivera, c'est pas si, c'est forcément si, mais enfin ce que je veux dire c'est, quand demain, c'est plus ça, quand demain nous réussirons enfin à conquérir le pouvoir et à promouvoir un autre modèle, il faudra s'inspirer de ce qui existe déjà de façon endogène. Parce que ça correspond au niveau aux souhaits des gens déjà, à des modes d'organisation qui parfois sont beaucoup plus efficaces que plein de choses qu'on nous impose, et par conséquent, et évidemment avec des choses aussi qu'on aura réfléchi par ailleurs, etc., de façon un peu macro, et là, bien sûr, ça fait partie du travail du militant. C'est-à-dire le travail du militant, c'est évidemment conscientiser, éduquer politiquement, se former et former, manifester, enfin créer une dynamique à l'échelle des pays, etc. Mais c'est aussi de réfléchir à l'après, bien sûr, c'est ça l'idée. Ouais. Mais donc, justement, comment on convainc les personnes qui ont toujours connu un seul et unique modèle et qui, même si à l'heure actuelle, elles savent que leur situation elle est critique et qu'elle potentiellement pourrait être mieux, comment on leur fait comprendre que le chemin vers lequel on veut essayer de les amener sera meilleur, mais même si ça reste incertain quand même pour eux? Moi, je crois que beaucoup de gens en sont convaincus. C'est aussi pour ça que ce qu'on observe aujourd'hui au niveau, notamment, entre autres au niveau de la jeunesse, c'est parce qu'ils sont bien convaincus que le modèle qu'on leur impose depuis des décennies est inopérant, ne résout pas les problèmes, ne les fait pas sortir de la pauvreté, de la misère, ne les empêche pas de prendre le désert ou la mer pour aller mourir, je ne sais, bon, échouer. Bon. Donc ça, là-dessus, je crois qu'ils en sont vraiment convaincus. Hein. Je pense que le travail, j'allais dire les pouvoirs néocoloniaux le font eux-mêmes. Hein. Ils sont c'est tellement l'incurie généralisée que de toute façon, je veux dire, il n'y a pas un domaine qu'on peut prendre où on dit là quand même, ils ont bossé, ils ont fait quelque chose, ils ont vraiment répondu aux besoins de la population dans tel domaine. Il n'y en a pas un. Moi, s'il y en a un, qu'on me le cite, quoi, parce que je ne vois pas. Il n'y a pas un domaine, quoi. Tu prends l'éducation, tu prends la santé, tu prends l'agriculture, tu prends au niveau de la jeunesse, enfin voilà, tracer des perspectives à la jeunesse pour qu'elle se projette, etc. Il n'y a pas un domaine où on peut dire que là, quand même, on a réussi. Et souvent, quand il y a des choses intéressantes, c'est les populations elles-mêmes qui s'organisent et qui essaient d'initier des choses, et des associations, c'est des structures coopératives, etc. Donc, franchement, je pense que là-dessus, on n'a pas beaucoup de difficultés. Et quand on arrive, parce que c'est aussi ça, notre problème, il est là, c'est toute la répression et tout l'empêchement de s'organiser, de s'exprimer, comment dirais-je, de travailler avec les différentes forces qui posent problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité, parce que le pouvoir te tape dessus. Dès qu'ils sentent que tu peux apparaître comme une menace, que tu es un peu trop critique, que les gens commencent à adhérer à ton discours, tu te fais taper dessus. Et donc, du coup, évidemment que ça complique la tâche. Évidemment que ça complique la tâche. Mais on ne peut pas indéfiniment empêcher les gens de s'exprimer, empêcher les gens de changer les choses. Ça ne dure qu'un temps. Même si le temps est très long, malheureusement, et le temps est trop long, c'est des générations entre-temps qui sont sacrifiées, mais ça finit par arriver.
Dans cette configuration quand même particulière, Paul Biya est quand même l'image même de la France-Afrique, hein, l'incarnation peut-être même on peut le dire. Donc voilà, comment le peuple vit sous... Enfin, déjà, commencer par dire que le peuple camerounais est un peuple de grands résistants, même si aujourd'hui, beaucoup d'Africains ne comprennent pas que ça ne bouge pas plus au Cameroun. Et qu'on se tue à leur dire oui, mais vous savez, on vit un système très particulier. Alors évidemment, comme en Afrique, partout il y a de la répression, partout il y a des systèmes autoritaires. Les gens ont tendance à dire oui, mais chez nous aussi. Sauf que le caractère systémique du système au Cameroun fait que depuis 1960, depuis l'indépendance administrative, il y a une répression barbare, véritablement. Et où ils ont tenté de décapiter, mais au sens propre et figuré, tout ce qui pouvait incarner le mouvement de libération qui était donc qu'a été l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Donc c'était très centré sur l'UPC, puisque c'est l'UPC qui, depuis 1948, a incarné vraiment cette revendication pour la réunification et l'indépendance. Réunification toujours en premier, parce que l'UPC a toujours refusé la partition du Cameroun. C'est pour ça que même aujourd'hui, dans le conflit du Nozo, nous, on a une position très particulière. Évidemment, le régime est complètement responsable de la guerre actuelle. Mais on ne cautionne pas le fait que des gens veuillent la partition du Cameroun. On se bat pour l'unité de l'Afrique. On ne va pas cautionner la partition du Cameroun. On pense qu'il faut que les forces qui se battent au Nozo se coalisent avec les forces qui se battent dans le reste du Cameroun pour chasser le régime néocolonial de Biya, et pour qu'on ait un Cameroun enfin qui réponde aux intérêts, et on en a largement le potentiel, répondre aux besoins aux problèmes de l'ensemble des Camerounais, qu'ils soient dans la zone du Nozo ou dans le reste du pays. C'est ce qu'on veut. Donc le Cameroun vit une situation de dictature extrêmement dure, où en fait toute velléité d'organisation, hier c'était très centré sur l'UPC, aujourd'hui évidemment ça s'est démultiplié, puisqu'il y a prétendument le multipartisme, il y a 400 partis dont on sait très bien que beaucoup sont des coquilles vides, mais aujourd'hui la répression, elle frappe toutes les sphères de la société, les journalistes, les associations, tous les corps, les enseignants, tous les corps qui essaient de relever la tête et de revendiquer, mais à juste raison, de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail, etc., sont menacés et sont, comment dirais-je, frappés, mais très durement, où il faut savoir qu'aujourd'hui, tout compatriote qui essaie de relever la tête est passible de passer devant un tribunal militaire. C'est-à-dire que des citoyens lambda, simplement parce qu'ils ont revendiqué, se retrouvent devant un tribunal militaire. J'ai en mémoire là, on est inscrit dans une campagne de Vendredi en Noir depuis 2016. Et deux jeunes qui sortaient d'un local et qui étaient habillés en noir, avec leur t-shirt, ont été attrapés. Ils ont fait 18 mois de prison, simplement parce qu'ils sortaient d'un local avec leur t-shirt du Vendredi en Noir. Je veux dire, il n'y avait aucune raison. Alors, évidemment, avec pour chef d'inculpation, menace du territoire, insurrection, appel à l'insurrection. Quelle insurrection? Les gens qui ont participé à une des dernières manifestations du MRC, de Maurice Kamto, en 2020, je crois que c'était en 2020, certains sont encore en prison. Enfin, je veux dire, une simple manifestation, alors que dans la Constitution, il est clairement dit qu'on a le droit de manifester. Et le Cameroun a ratifié évidemment toutes les conventions et tous les traités qui disent qu'on a la liberté de parole, on a la liberté de manifester, etc., etc. Donc on est dans un pays où la répression est
systémique Mhm. et où on ne laisse personne, personne n'est à l'abri. De telle sorte que c'est très compliqué pour construire une alternative et pour construire un véritable mouvement populaire. Et c'est ce qui fait que, évidemment, au Cameroun, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, bon, de temps en temps, il y a des vagues de répression. Mais chez nous, c'est vraiment où aujourd'hui, on poursuit des journalistes parce qu'ils ont invité quelqu'un qui a tenu des propos qui ont dérangé le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le journaliste qui est persécuté et qui est par souvent évincé. Là, il y a eu plein de cas de journalistes qui ont été évincés ou menacés de l'être parce qu'ils avaient invité quelqu'un qui, sur le plateau, avait été un peu trop critique quoi, à l'égard du pouvoir. Donc, c'est pour dire que ça va très très loin, ça va très très loin. Et c'est ce qui complique évidemment notre tâche pour le changement dans ce pays. Mais je pense que, bon, toute chose a une fin, et que par la force des choses, ne serait-ce que par l'usure, par le temps qui passe, etc., ça va être quand même très difficile que la passation de pouvoir se fasse comme ça tranquillement, sans qu'il ne se passe quelque chose dans ce pays. Après, la difficulté, c'est comment dirais-je, de, réussir à construire un processus où il y a une coalition qui s'entend, au moins sur une base minimale, pour changer le pays, quoi. Et ça, c'est très difficile parce que on a l'impression que beaucoup de forces sont là vraiment pour juste pour comme faire valoir et non pas à cœur vraiment les intérêts du pays et du peuple. Parce que quand il s'agit de se mettre d'accord sur une coalition minimale, sur un programme minimal, dans le cadre d'une coalition, chacun veut tirer la couverture à lui. Et ça, c'est un problème. Évidemment que dans ces conditions-là, c'est très difficile de construire. Mais bon, moi, je suis optimiste parce que le ras-le-bol atteint son sommet et puis la dégradation est continue. Les gens restent des semaines et des semaines sans eau, sans électricité, et ça touche une quantité énorme de personnes. On n'a pas de route. En 60 ans, on a construit un tronçon de 80 km de soi-disant autoroute. Et, bon, je veux dire que c'est une situation qu'on ne peut pas, personne ne peut justifier ça. Tous les projets, les investissements de pratiquement tous les projets sont systématiquement détournés. Et donc, vraiment, les gens en plein soleil voient que non, là, c'est trop, quoi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut que ça s'arrête et qui vont, de toute façon, comme on dit au pays, fais quoi, ils vont finir par s'organiser et par se dire parce qu'il n'y a que l'organisation. Il faut structurer les choses, il faut organiser les choses pour pouvoir transformer. Et donc je pense que petit à petit, il faut que la peur tombe aussi parce que les gens ont très peur. Et je pense que c'est un des leviers qu'il nous faut absolument réussir à lever, quoi. Enfin, un des problèmes qu'il nous faut montrer aux gens que plus on sera nombreux, plus on sera ensemble, plus on sera organisé, et plus la peur va changer de camp. Et on avait créé le Manidem pour reconstruire l'UPC. Malheureusement, le sigle a été accaparé par quelqu'un qui était un ancien militant de l'UPC d'ailleurs, Anissé Kane, pour ne pas le nommer, mais c'était le mouvement africain pour l'indépendance. Donc il a repris le sigle parce qu'il savait que c'était à l'époque très populaire et qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de jeunes par ce biais-là. Mais on a ajouté ça parce que le gouvernement a récupéré l'UPC en créant des UPC gouvernementales qui sont soi-disant avec lui. Mais ce qui n'a jamais été notre cas. On n'a jamais été avec le pouvoir, bien évidemment. On s'est toujours battu contre ce pouvoir. Et on a associé donc UPC à Manidem pour montrer se dissocier. Voilà, se dissocier de ces UPC gouvernementales créées de toutes pièces par le pouvoir. Et on continue le combat. On est dans une coalition qui s'appelle Stand Up for Cameroun, avec d'autres forces. Et on continue, malgré l'adversité, on continue à se battre et on continuera jusqu'à la victoire finale, comme on dit. Merci beaucoup, Augustin, pour toutes ces informations hyper riches et précises.
Et comme là tu l'as introduit, hein, l'Union des populations du Cameroun est un des plus vieux mouvements indépendantistes africains en termes d'organisation. Et donc voilà, je voulais vraiment que tu précises comment il a survécu aujourd'hui, quel va être l'héritage direct qu'on va avoir des grands militants comme Ruben Mignobe ou tous les autres que en plus tu as cités juste avant. Et comment aujourd'hui les Camerounais se mobilisent concrètement pour leur souveraineté, pour leur liberté, pour leurs droits. Comment la diaspora peut contribuer à ça. Comment nous, héritiers aussi hein, de ces luttes, on peut contribuer à ça. Dans quelle perspective on intervient. Et comme tu le disais aussi, toutes ces personnes-là ont connu des répressions hein, qui leur ont coûté la vie pour certains et même dans des conditions atroces. Donc en ayant tout ça en tête, comment on avance sans avoir peur, comment on prend note de ce qui s'est passé dans le passé pour avancer. Voilà. Moi, je pense que il faut qu'on arrive à faire passer l'idée que l'organisation protège. Parce que les personnes pensent qu'en étant isolés, en ne faisant rien, ils sont à l'abri. Déjà, ils ne sont pas à l'abri parce que la vie quotidienne est tellement dure, tellement difficile que tu meurs de rien. Tu meurs d'un palu, tu meurs d'une plaie au pied, tu meurs de tout. Parce que c'est l'incurie au niveau du système de santé. Donc tu es enceinte, tu vas accoucher, tu meurs bêtement. Bref, il y a des milliers de cas où tu meurs de rien. Enfin, quand je dis de rien, de choses qui sont tellement ordinaires et dont on ne devrait plus mourir au XXIe siècle dans un pays comme le nôtre. Pareil, tu traverses la route comme rien n'est organisé, t'as pas de trottoir, t'as pas de feu rouge, t'as rien, etc. Tu peux te faire écraser comme ça, comme ça, tu es sorti le matin et on apprend à ta famille que tu as été renversé, et évidemment tu n'auras pas de secours, bien sûr. Tu peux attendre toujours sur le bord de la route, Et donc voilà, donc la vie. Pour eux, la vie ne vaut rien. La vie de leurs concitoyens ne vaut rien. Donc, à tout moment, tu es exposé. Ça, c'est la première chose, c'est au niveau du quotidien, de la vie quotidienne. Après, si tu commences à protester, parce que tu trouves quelque chose d'injuste, là aussi, tu es exposé. Tu viens, on commence à te dire que non, il faut que tu fasses ci ou ça, mais de façon totalement arbitraire et injuste, et tu vas protester. Tu peux risquer de te faire embarquer parce que tu as protesté. Bref, si tu es travailleur et que tu t'organises pour réclamer ton dû, tu risques. Si tu es dans une association et que, pareil, tu manifestes ou tu réclames des choses liées à ton activité en tant qu'association et que ça dérange, tu risques. Donc, l'organisation protège dans le sens où si tu es organisé et si on est suffisamment, s'il y a une masse critique qui est organisée, à un moment donné, on fait reculer l'arbitraire. Aujourd'hui, par exemple, tu circules au pays, tous les je sais pas, moins de 10 km, tu as des soi-disant barrages, là, ils appellent ça péage. Mais c'est des gens souvent des gens, parfois des gens liés au pouvoir, mais c'est des fois des gens des riverains qui n'ont pas grand chose et ils font un truc, mais c'est souvent des gens quand même liés au pouvoir. Et après, donc qui raquettent les automobilistes. Après, tu as les militaires qui raquettent les automobilistes. Sur un même tronçon, tu peux trouver. Moi, la dernière fois que j'étais au pays, c'était il n'y a pas très longtemps, je sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans, mais c'était incroyable. 10 fois on nous a arrêtés et il fallait payer à chaque fois. Et tu payes quoi? Il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est quoi? Tu payes pourquoi? Bref, tu sens que c'est des gens qui ont trouvé le moyen de se faire un peu d'argent. Comme les gens n'ont rien, tous les moyens sont bons pour essayer de mettre quelque chose dans la poche. Donc, à un moment donné, tu protestes aussi. Tu payes des factures d'électricité alors que tu n'as presque jamais l'électricité. Pareil pour l'eau et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, même sur des aspects comme ça liés à la consommation, si les gens s'organisent et vont protester,
il faut commencer à inculquer le réflexe de la protestation et comment dirais-je, que les gens s'organisent pour apprendre à protester ensemble, pas seul. On y va ensemble, parce qu'on vit les mêmes choses, on est dans la même condition. Ne pas le faire seul et le faire ensemble, ça payera d'une manière ou d'une autre. Donc, et ça protège. Quand on est ensemble, ça protège. Et si on te touche, ensemble, on va mettre la pression pour réclamer ta libération, pour mener campagne, etc. Sur toutes les questions de cette manière-là, petit à petit, on peut y arriver. Récemment, il y a un petit jeune qui était sur les réseaux. Très jeune, une vingtaine d'années. Et le gamin, tout ce qu'il faisait, c'était il appelait les gens à s'inscrire sur les listes électorales, etc. Mais il avait un discours tout à fait banal, enfin tout à fait citoyen. Et ce jeune-là, on l'a arrêté, et tout le monde a été très choqué parce qu'il avait il était très poli, enfin c'était même policé au niveau de son discours, etc. Est-ce que tu aurais le nom de ce... il s'appelle... il faut que je retrouve son nom. C'est quelqu'un sur les réseaux de manière générale? Oui, il était sur les réseaux régulièrement. Okay. Et du coup, ce jeune-là s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, il s'est fait interpeller, et tout le monde a été extrêmement choqué. Mais il y a une réaction très rapide, très immédiate et très organisée. Et donc les gens ont commencé à dire mais c'est l'arbitraire, c'est injuste, etc. Il y a un collectif d'avocats qui s'est constitué pour le défendre et ainsi de suite. Mais il y a eu une réaction, mais il n'y a pas eu de temps mort, quoi. Vraiment, ça paraissait tellement... Et puis un petit gamin, quoi, vraiment d'une vingtaine d'années qui... Il n'y avait rien d'outrancier, il n'y avait rien de... Bon, et du coup, il a été libéré. Donc tu crois à la cohésion sociale et au Mais bien sûr, quand on s'organise... Non, il faut s'organiser. Enfin, je veux dire que ça s'organise, ça. Ouais. Ça s'organise, mais il faut le faire maintenant systématiquement. Il faut être prêt à réagir. Mais bien sûr, et il faut le faire, et si on le fait systématiquement, c'est là qu'ils vont comprendre au niveau du pouvoir que les gens ne sont plus prêts à se laisser faire, à accepter tous les arbitraires qu'ils imposent depuis des décennies et des décennies. Donc ça, c'est très très important. Moi, je pense que ça, il faut réussir à insuffler ce réflexe-là, ce type de réflexe. Et même sur des petites choses. Et après, ça se poursuit sur des choses plus d'ampleur. Mais il faut déjà acquérir ce réflexe de la solidarité, de l'organisation et de la réactivité, quoi. Ça, c'est très important. Et alors après, je crois que c'était... Oui, alors sur le fait de perpétuer, etc. Déjà, il faut que notre jeunesse... et je disais, tout ce que je viens de dire là, c'est lié à la peur. C'est-à-dire que si on s'organise, si on fait des choses ensemble, etc., on va faire tomber progressivement la peur. L'individualisme qui fait que les parents qui te mettent la pression, qui disent non, surtout tu ne te mêles pas de tout ça, etc. Mais il faut transgresser un peu, hein, parce qu'en même temps, chaque génération doit assumer aussi ce qu'elle a assumé, hein, bon, comme dirait l'autre. Et donc, à un moment donné, c'est votre avenir aussi. C'est votre avenir. Est-ce que vous avez envie de continuer à vivre dans ce Cameroun-là, même si vous n'y vivez pas en permanence, mais d'y aller plus souvent, d'y apporter des choses, de construire aussi des choses avec et pour ce pays, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tout jeune Africain, même s'il a grandi ailleurs, même s'il est né ailleurs, aspire à ça. Beaucoup de jeunes Africains aspirent à ça, a appris des choses, a étudié, et s'est formé dans tel ou tel domaine, et aimerait... voir son pays, son continent un peu mieux loti, quoi. Donc moi je pense que j'y crois beaucoup, et je pense qu'il faut que la jeunesse connaisse l'histoire de la résistance du peuple camerounais. Je crois que beaucoup ne la connaissent pas ou mal. Donc ça c'est important, parce que ça fait longtemps qu'on est tellement ostracisé qu'on n'en parle pas. Évidemment, officiellement on n'en parle pas. Donc il n'y a que les forces organisées qui luttent contre ce système, et en l'occurrence je dirais nous, hein, l'UPC, qui pouvons faire connaître cette résistance, qu'elle a été ô combien glorieuse, et qu'on a été un des seuls pays d'Afrique subsaharienne
amener la lutte armée pour se libérer. À l'époque, on était les seuls. Hein. Il y avait l'Algérie en Afrique du Nord, et puis il y avait nous. Et c'était la même période, exactement la même période. Et ça a duré 10 ans. 10 ans de résistance armée, avec les petits moyens qui étaient les nôtres, mais 10 ans on a tenu tête. Les derniers maquis, c'était la fin des années 60. Hossein Dafana a été décapité en 66, c'était le dernier maquis, et Wandi a été arrêté en 70 et a été assassiné à Bafoussam sur la place publique. Donc on a une histoire de la résistance qui est glorieuse. Mais les gens ne connaissent pas cette histoire. Il faut qu'ils la connaissent. Il faut qu'ils en soient fiers. Il faut qu'ils la glorifient. Et il faut maintenant perpétuer ça. Il faut perpétuer, il faut dépasser les peurs et se mettre ensemble. Il faut que tous ces jeunes... La jeunesse camerounaise, on la retrouve partout en diaspora, dans plein de secteurs de lutte, de créativité, où ils ont envie de faire bouger les lignes. Sauf qu'on ne la retrouve pas dans le combat contre la dictature au Cameroun. Et ça, c'est un problème. Alors moi, je trouve que c'est super de retrouver plein de jeunes compatriotes dans tout un tas de sphères, mais il faut aussi mener parallèlement, ou en tout cas, il faut en même temps mener ce combat, parce que chacun doit libérer, enfin chacun, personne ne viendra libérer notre enclos à d'autres places. Je veux dire que on se bat pour la construction des États-Unis d'Afrique, mais il faut qu'on converge tous, chacun menant la lutte dans son enclos, et on converge tous vers, en termes de perspective, la construction des États-Unis d'Afrique. Mais dans son enclos, il faut qu'on mène quand même ce combat-là. On a un ancrage et il faut le comment dire, le pérenniser et le faire vivre. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Vraiment, si tous les jeunes Camerounais qui sont impliqués dans tout un tas d'organisations, je ne parle pas de ceux qui veulent perpétuer le système. Tout à l'heure, on en parlait, on disait, il y en a plein qui sont dans la finance, etc. Tout ce qui les intéresse, c'est, je m'excuse, je vais parler trivialement, de faire de la thune et de perpétuer le système, hein, et de rester les éléments privilégiés, etc., qui continuent à profiter pendant qu'ils voient aux alentours tout le monde crever, mais ça leur dit rien du moment qu'ils sont dans leur grosse voiture, leur grosse maison, avec des murs très hauts pour ne pas voir la misère qui les entoure. Quand on voit, c'est à l'image du palais présidentiel, et tout dit. Dès que tu sors de l'enceinte du palais présidentiel, tu as des détritus, des amoncellements de détritus de part et d'autre. C'est honteux, c'est honteux. Mais même quand tu as un peu de dignité, si tu veux te regarder la face dans un miroir, franchement, c'est des choses que tu ne devrais même pas supporter et accepter. Mais malheureusement, c'est ça. L'égoïsme et l'individualisme et la défense de ses intérêts personnels, quoi, essentiellement. Donc voilà. Merci beaucoup, Augustin. En tout cas, on prend note. Hein. Et je voulais parler maintenant, quand même, avant que nous nous séparions, de la conférence panafricaine, la conférence internationale panafricaine anti-impérialiste, qu'on organise donc du 24 au 28 à Dakar. Et l'idée, c'est de faire l'état des lieux en matière d'agression impérialiste, évidemment au niveau du continent, mais au-delà, puisqu'il y aura plein de délégations étrangères. Donc chacun va faire un peu l'état des lieux en la matière, c'est-à-dire comment il vit, face à l'oppression de l'impérialisme, etc. Et surtout comment le combat se mène. Et avec la perspective de faire une espèce de jonction, déjà à l'échelle du continent, qu'on voit comment on peut mieux articuler nos luttes respectives contre cette domination, et aussi en lien avec l'internationalisme, les mouvements en lien avec les mouvements à l'échelle internationale qui luttent aussi contre cet impérialisme, et mieux articuler nos luttes pour les rendre plus efficaces, quoi. Et qu'on puisse vraiment frapper au cœur du système, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est insupportable. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont en train d'attaquer le Liban, et ils veulent faire du Liban pratiquement un Gaza bis, quoi. Enfin, c'est pas supportable. Et ils ont tous les droits. Et tout ça pourquoi? Parce que derrière Israël, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne,
qu'ils fournissent les armes. Si demain, tous ces gens-là disent, terminé, on veut que la guerre s'arrête, ça s'arrête. Parce que s'ils arrêtent de fournir des armes à Israël, à l'État israélien, la guerre cesse. La guerre cesse. Donc, leur larme de crocodile, leur hypocrisie en disant on est en train de voir comment on va, comment dirais-je, on organise des débats pour voir comment, enfin, des pourparlers pour la paix, etc. Mais arrête de lui fournir des armes à cet État sioniste qui assassine le peuple palestinien. Arrête de lui fournir des armes et la guerre s'arrêtera. De même, arrête de fournir des armes aux groupes terroristes qui déstabilisent le continent africain, etc. Comment expliquer que des groupes terroristes soient mieux équipés que les armées nationales, où tu vois des centaines de jeunes qui arrivent sur des motos, dernier cri, ça sort d'où ça? D'où ça vient? C'est pas possible ça, c'est pas possible, c'est de l'hypocrisie. Donc il faut que ce système-là, on arrive à le neutraliser et à l'éradiquer à terme. Mais il faut qu'on s'organise de façon coordonnée, de façon efficace. Et je pense qu'on y arrivera indéniablement si on en a la volonté. Et tant qu'on aura des personnalités comme toi pour nous... Et une jeunesse mobilisée et consciente. Exactement. Et ben, en tout cas, merci encore pour cette entrevue, cette conversation qui était hyper enrichissante, je l'ai répété plusieurs fois, mais merci. Et on espère que tous tes projets vont se concrétiser, se pérenniser et aussi se transmettre à la jeunesse. C'est ça, parce que rien ne se pérennisera si la jeunesse ne s'implique pas, ça c'est clair. Mais moi ça me fait plaisir que la jeunesse soit intéressée par ce qu'on porte comme combat, ce qu'on porte comme discours, et surtout que ça se propage quoi, le plus largement possible, et que ça leur donne envie de s'impliquer toujours plus. Asante.